Nous avons 45 minutes pour aborder le sujet des nouveaux terrains de confrontation. Quels sont-ils? Quelles formes vont-ils prendre? Sur Terre, sur mer, dans l'air, mais aussi dans l'espace et le cyber, on l'oublie parfois un peu trop. Quelles sont par ailleurs les réponses pour faire face à toutes ces menaces? Et quels objectifs pour les armées françaises dans les années, dans les mois, dans les années qui viennent? Alors j'appelle le général de division aérienne Michel Friedling, commandant du commandement de l'espace, ça va venir me rejoindre. Le général de division aérienne Didier Tisser, commandant de la cyberdéfense. Le général de brigade Gilles Abray, commandement terre pour le territoire national. Et puis le contre-amiral Marc-Antoine de Saint-Germain, commandant le centre d'études stratégiques de la marine. Merci à vous d'être là et de nous avoir rejoints donc pour cette thématique autour des industries de défense et du réarmement. Alors, peut-être le général de division aérienne Michel Friedling, si vous voulez bien commencer sur ce thème des nouvelles confrontations. Je rappelle que vous avez représenté la France auprès de la coalition internationale du Levant contre Daesh et beaucoup d'autres choses. Ça, c'est l'histoire ancienne déjà. Sur lesquelles on aura l'occasion de reparler, mais vous êtes un homme qui a une expérience de terrain. Oui, alors ça, c'était vraiment effectivement dans une autre fonction, c'était il y a quelques temps. Alors l'espace, c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Vous savez, depuis que j'ai pris mes fonctions, nous avons eu un audit de la Cour des comptes, une inspection du contrôle général des armées, une inspection de l'inspection des armées, 2 auditions de la commission défense de l'Assemblée nationale, 2 auditions de la commission défense affaires étrangères du Sénat, 4 missions d'information parlementaire sur l'espace, et je reconnais ici un des membres de cette mission, 4 comités exécutifs ministériels sur l'espace, 2 conseils de défense, donc vous voyez, j'en oublie encore. Et donc c'est un sujet qui passionne. Et c'est un vrai sujet, enjeu stratégique. Alors, pour décrire ça très rapidement, en fait, tout a commencé... Enfin, l'espace chez nous, dans les armées françaises, ça date un peu. 1947, l'armée de l'air, l'ancêtre de la DGA et l'ancêtre du CNES, développent les premières fusées dans le sud algérien. Et tout ça conduit d'abord à la création du CNES en 1961, puis au tir du premier satellite français qui s'appelle Astérix en 1965, qui est un grand succès, qui fait de la France la 3e puissance spatiale internationale. Ensuite, les militaires s'approprient l'espace, même si, comme je vous l'ai indiqué, l'armée de l'air était partie prenante de cette aventure dès les débuts. Et on a nos premières applications militaires qui apparaissent dans les années 80, avec les premières charges utiles de communication satellitaire sur Télécom 1A, puis les premiers satellites d'observation. Alors on utilise bien sûr des images spot, puis ensuite on développe Helios 1, puis Helios 2. Et en fait, donc, les militaires et le ministère de la Défense utilisent l'espace depuis, on va dire, très régulièrement, depuis les années 70-80. Et historiquement, pour faire de l'appui aux opérations. Donc communication satellitaire, imagerie spatiale essentiellement pour faire du renseignement et de l'autonomie stratégique, aide à la décision politique. Alors tout ça continue gentiment jusqu'au livre blanc de 2008 où là on se dit, quand même, d'ailleurs je fais un petit retour en arrière, 1990, les Américains disent que la guerre du Golfe c'est la première guerre spatiale, Space War, parce que l'espace joue un rôle déterminant dans la conduite de ce conflit. Nous, en 2008, on publie un livre blanc, et à la suite de ce livre blanc, en 2010, on crée un organisme qui porte un peu prétentieusement le nom de Commandement interarmées de l'espace, qui est une émanation de l'état-major des armées et qui est en charge d'établir la politique spatiale militaire, ce qui concerne en fait la préparation de l'avenir, les programmes spatiaux militaires. La revue stratégique de 2017 va plus loin. La revue stratégique de 2017 dit « l'espace est un domaine de confrontation possible ». On fait une loi de programmation militaire là-dessus, mais on ne tire pas les conclusions de la revue stratégique dans cette loi de programmation militaire. Et en 2018, le président de la République, lors de son adresse à la communauté de défense dans les jardins de l'hôtel de Brienne, dit « L'espace est un enjeu de sécurité nationale. Je veux qu'on établisse une stratégie spatiale de défense. » Et donc il confie ce travail à Mme Parly, alors ministre de la Défense. Ce travail dure une année. Au bout d'une année, on publie cette stratégie spatiale de défense et on crée cette entité que j'ai l'honneur de diriger depuis maintenant 3 ans, qui s'appelle le commandement de l'espace. Alors en 2 mots, que dit la stratégie spatiale de défense? D'abord, elle établit un constat. Très brièvement, le constat, c'est l'extraordinaire bouleversement de l'écosystème spatial mondial depuis une dizaine ou une quinzaine d'années,
bouleversement dont on a mis un peu de temps pour mesurer à la fois l'essence, mais aussi les conséquences, avec l'apparition de multiples acteurs privés qui ont disrupté l'ensemble de l'écosystème international. Alors le plus connu, c'est Elon Musk, vous le connaissez tous. Elon Musk, c'était un sujet de plaisanterie à la fin des années 2000, enfin plutôt au milieu des années 2000, dans la communauté spatiale américaine, et aujourd'hui, il ne fait plus rire personne. Aujourd'hui, c'est devenu l'homme le plus riche du monde grâce à l'espace. Il a verticalisé l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'il a commencé par des lanceurs, il a fabriqué des satellites, il les déploie, il déploie une constellation, il fournit de la connectivité large bande et haut débit, et vous avez vu le rôle qu'il a joué dans le conflit en Ukraine. Il a redonné aux États-Unis leur souveraineté en matière de vol habité pour ravitailler l'ISS, y amener des astronautes. Et il a d'autres ambitions derrière, bien sûr, on pourra y revenir. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, il y a non seulement ces acteurs privés qui foisonnent, et ces acteurs étatiques nouveaux. Les puissances spatiales, il y a 15 ans ou 20 ans, vous en aviez une dizaine. Aujourd'hui, on doit être à peu près 90 agences spatiales dans le monde. Il se crée une agence spatiale par semaine ou presque dans le monde. Donc, premier point. Deuxième point, c'est l'importance de l'espace pour l'économie, assez méconnue, avec une économie de l'espace en tant que telle, dont le volume est estimé à 3 000 milliards de dollars selon les estimations, enfin les plus optimistes, dans les années 30, enfin dans les années 2030, pardon, contre 300 milliards aujourd'hui. Mais surtout, c'est une économie de l'espace qui irrigue par les services aval l'ensemble des secteurs de l'économie, l'agriculture, la mobilité, l'énergie, etc. Donc, et nous dépendons de plus en plus des services spatiaux pour l'ensemble de notre économie. Dans cette importance de l'espace, il y a également l'importance pour l'autonomie stratégique nationale et pour nos opérations militaires. Aujourd'hui, nos militaires, nos 30 000 et quelques militaires, l'amiral Vaugeot pourrait confirmer le chiffre, mais qui sont déployés en force de présence, de souveraineté, en force permanente, en force ou en opération extérieure, que ce soit à la mer ou sur terre ou dans les airs, dépendent entièrement de l'espace. Ils communiquent grâce à l'espace, ils sont renseignés grâce à l'espace, ils font du ciblage grâce à l'espace, ils ont des produits de géographie grâce à l'espace, et on pourrait continuer la liste. Et donc, sans l'espace, ils deviennent quasiment aveugles et sourds. Et troisième élément, eh bien, mais il faut qu'on comprenne bien, même puisque vous avez servi au Levant, même dans la lutte contre Daesh, l'espace était déterminant. L'espace est déterminant, et l'Ukraine l'a montré. On pourrait parce que les rafales qui allaient taper en Syrie ou en Irak, ils étaient notamment renseignés par des AWACS, mais aussi des satellites et des JTAC sur le terrain. Oui, dans le temps qui m'est donné, c'est très difficile de donner des exemples concrets, mais si vous voulez... Non, mais pour illustrer... C'est mon côté journalistique, c'est ce qu'ils retiendront. D'accord, alors... toute la géographie dont disposent aujourd'hui les militaires, ça vient de produits spatiaux. Le guidage des armes qui sont employées, c'est du guidage par satellite. Donc les satellites, aujourd'hui, c'est la précision qu'on peut obtenir sur les frappes que l'on fait, c'est grâce aux satellites. Les télécommunications, le lien que l'on établit avec nos troupes depuis la métropole, avec nos centres d'opération déportés en Afrique ou avec nos navires qui sont en mer, et puis ensuite depuis nos centres d'opération jusqu'aux éléments qui sont déployés un peu partout en bande sahélo-saharienne, c'est par l'espace que ça passe. On a des satellites militaires qui offrent des communications satellitaires sécurisées, durcies, et qui permettent de faire ça. Et alors, dernier élément du contexte, eh bien, c'est que l'espace, ça avait déjà été dit par la revue 2017, est aujourd'hui un domaine de conflictualité. Et donc, c'est reconnu par la stratégie spatiale de défense comme étant le 5e domaine opérationnel, après le domaine aérien, terrestre, naval, cyber, qui existait déjà, et maintenant, l'espace devient un domaine où on sait qu'on va avoir une confrontation militaire possible. D'accord, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, c'était absolument passionnant. Général de division aérienne Didier Tesser, vous êtes commandant de la cyberdéfense, vous avez aussi tenu des postes en unité en état-major interarmes ou international à plusieurs reprises. Écoutez, quels sont les nouveaux espaces de confrontation, les nouveaux terrains de confrontation en la matière? Et la cyberdéfense, c'est vrai qu'on est resté très longtemps un peu naïf sur ce sujet et un peu en dehors du coup. Mais aujourd'hui, je crois que depuis quelques années, c'est assez spectaculaire à quel point l'armée française a rattrapé son retard.
Oui, l'approche a complètement changé, ce cyberespace. C'est la résultante du numérique. Le numérique, aujourd'hui, il est partout. En fait, dans nos vies individuelles, dans nos vies professionnelles, on y a mis nos données, on y a mis nos processus. Ça crée de la valeur, en fait. Hein. C'est particulièrement efficace. On parle beaucoup d'exponentiel, puissance de calcul, traitement, lien potentiel de tout le monde avec tout le monde à l'autre bout du monde. Donc c'est quelque chose qui est très, très fort, très, très puissant. Mais justement, comme on y a mis nos richesses, eh bien ça attire les convoitises. Et les convoitises, il y a les convoitises en effet dans des luttes de puissance. La criminalité aussi, qui va aller puiser ces données, parce qu'en fait le cyberespace c'est quand même très complexe. On n'a pas tous la capacité à comprendre ce cyberespace. D'autant plus qu'en fait, il se construit indépendamment de nous. Alors quand je dis nous, ce sont les États, ce sont les mécanismes de régulation, puisque c'est porté en fait par des opérateurs qui sont portés par des intérêts plutôt commerciaux, où chacun va apporter sa pierre à l'édifice, mais cet édifice, finalement, on a un peu de mal à le maîtriser. Donc au-delà de cela, donc ce cyberespace, espace de progrès, mais donc espace aussi de vulnérabilité. Et aujourd'hui, en fait, tous nos systèmes numériques sont vulnérables. Donc là, je pense que j'apprends rien, parce qu'en fait, à un moment ou à un autre, on va trouver des vulnérabilités, parce qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent sur justement ces systèmes. Et ces systèmes aujourd'hui, parce que le monde va vite, il faut rapidement déployer les logiciels, les matériels, les équipements. Et puis, à un moment ou à un autre, certains trouvent des vulnérabilités. Et donc ceux justement qui ont un objectif criminel ou un objectif d'État vont essayer d'aller au-delà justement et utiliser justement une menace, utilise des vulnérabilités pour produire un effet justement sur le métier. Vous pouvez rappeler une attaque récente, un peu spectaculaire, soit de la part d'un État, soit d'une mafia, soit de... Alors oui, alors donc il y a par exemple justement, puisque l'Union européenne a attribué cette attaque à la Fédération de Russie, c'est l'attaque du satellite Kassat justement, Viasat, où par des malwares qui ont transité par le satellite, eh bien, des terminaux ont été bloqués, donc dans le cadre justement de la manœuvre par rapport aux forces ukrainiennes pour empêcher une communication. Alors certes, en effet, il y a eu des moyens qui ont permis de compenser cela. Il y a aussi eu des attaques alors qu'on appelle par la chaîne de valeur, la supply chain en fait. Donc ce sont des attaques SolarWinds aux États-Unis. Donc là aussi, les États-Unis ont attribué cette attaque à la Russie. Et en fait, les États-Unis, évidemment, nous savons tous qu'ils sont très forts en matière de cyberdéfense. Eh bien, leurs administrations, leurs entreprises ont été attaquées. Donc, un logiciel de gestion de parc informatique. Donc, on gère nos parcs informatiques. Donc, on achète, on loue des logiciels. Et bien, ces logiciels, parfois, sont piégés. Là, ils étaient piégés. Donc, des entreprises, des administrations, en fait, ont été américaines. Donc, quelqu'un qui est très fort en matière de cyber, on peut être attaqué. Donc là, ce sont des exemples typiques. Et il y en a plein d'autres sur nos infrastructures critiques, de production d'énergie, de gestion mais même les de hôpitaux, traitement d'eau. Les hôpitaux, bien évidemment, de nombreuses attaques. Le CHU de Rouen qui avait subi une attaque forte. Et même un hôpital du ministère des Armées. Évidemment, le ministère des Armées ne paye pas de rançon. Merci. Mais voilà, alors donc c'était un autre, c'était Sainte-Anne. Mais en fait, la ministre des Armées, justement, a précisé qu'un mode opératoire connu, justement, pour mener des cyberattaques, avait ciblé cet hôpital. Donc aujourd'hui, et justement sur le plan des armées, en fait, on voit bien qu'au-delà du progrès du cyberespace, eh bien, certains vont l'utiliser à des fins d'espionnage, pour nous prendre nos données finalement, à des fins de sabotage, ou aussi à des fins de propagande, ça a été évoqué tout à l'heure justement par l'amiral Vaujour, de manipulation de l'information. Mais le cyberespace, il ne faut pas le voir comme une fatalité où on est simplement en réaction à se protéger. C'est aussi une source d'opportunité. Sur nos théâtres d'opération, il faut qu'on soit fort et il faut utiliser tous les moyens. Tous les moyens, justement, terrestres, maritimes, aériens, spatiaux, et bien dans le cyberespace. Alors en revanche, évidemment, ce qui fait toute la différence avec nos adversaires, nos compétiteurs, c'est le cadre d'emploi. Un cadre strict, justement, avec l'application du droit international aux opérations cyber, pour faire n'importe quoi, pas faire en sorte que nos outils cyber se retournent contre nous, qu'on participe à une prolifération. Donc il y a vraiment un cadre très très strict d'emploi d'outils offensifs. Merci. Mon général, on reviendra vers vous tout à l'heure, bien évidemment. Pour savoir combien de divisions vous avez pour faire tout ça. Alors c'est une vraie question. Alors, c'est une question. Mais j'ai parlé tout à l'heure, voilà, tout à fait. Général de brigade Gilles Labrève, vous êtes commandant
au commandement terre pour le territoire national. Vous êtes par ailleurs historien militaire et vous avez travaillé au centre de doctrine et de l'enseignement de l'armée de terre. Et vous allez nous parler du territoire national et de la défense du territoire national. Oui, alors lorsque l'on parle de nouvel espace de conflictualité et qu'on parle du territoire national, forcément, j'imagine que ça inquiète beaucoup de monde. Et à juste titre, parce que nous avions inconsciemment ou consciemment considéré depuis un certain nombre d'années que le territoire national, c'est un sanctuaire. C'est-à-dire qu'à partir de ce territoire national, nous étions en position d'être protégés par un certain nombre d'acteurs et que, ma foi, la violence telle qu'elle pouvait s'exprimer dans tous les domaines qui ont été reprécisés, eh bien, ne s'appliquait pas au territoire national. Alors, c'est pour cela que l'histoire est toujours intéressante. De temps en temps, il faut revenir un petit peu en arrière pour constater tout d'abord que cette sanctuarisation n'a pas toujours été le cas. Alors bien évidemment, les armées se sont créées d'abord pour protéger le territoire français, pour empêcher les invasions et pour revenir à une période que certains d'entre vous connaissent. Après 1945 et l'apparition de la menace du bloc soviétique, eh bien, nous avions construit, en complément de toute l'action que nous devions conduire à l'époque en Allemagne, enfin depuis la Hollande jusqu'en Allemagne, avec la première armée, nous avions construit sur le territoire national tout un dispositif susceptible de réagir contre des menaces, directes ou indirectes. Alors d'abord contre des menaces contre nos emprises nucléaires, mais aussi contre notre production d'énergie, les centres d'information. Et puis nous avions mis en place des unités et un maillage territorial très précis, très bien organisé, très bien équipé, avec des plans de protection pour les temps de crise et des plans de défense pour le temps de guerre. Le but étant, bien évidemment, de conserver un maximum de liberté d'action sur nos arrières, pendant que la première armée eh bien, empêchait l'ennemi de progresser jusqu'à un moment particulier d'engagement ou non du feu nucléaire. Donc il y a un système de défense du plateau d'Albion et tout ça, c'était du temps où il y avait des garnisons. C'était avant la fermeture des garnisons. C'était à une époque où nos armées étaient très territorialisées, pour prendre un terme moderne, c'est-à-dire qu'il y avait des garnisons partout. Et nous avions en complément des forces d'actifs qui étaient peu nombreuses en fait à l'époque, un grand dispositif d'une armée de conscription complété en plus par des unités et des brigades de réserve. Donc l'ensemble était très très bien organisé avec un vrai volume de force qui permettait de lutter contre toute agression. Alors bien évidemment, suite à l'effondrement du pacte de Varsovie, ce dispositif grosso modo, a disparu dans sa forme et dans son intensité, puisqu'il n'y avait plus de menaces aux frontières. Et puis nous nous sommes engagés dans une professionnalisation des armées avec un regard porté vers l'extérieur, l'essentiel du territoire national étant protégé par nos camarades de la police et de la gendarmerie. Si ce n'est que... Et donc nous avons perdu collectivement l'idée que ce territoire national, eh bien, il pouvait être menacé. Et comme l'histoire hors du vide et de temps en temps revient sur un certain nombre de fondamentaux, eh bien, les menaces sont revenues, malheureusement. Des menaces d'ordre terroriste depuis 2015, ben même auparavant. En 1995, on avait déjà connu une vague terroriste. Et puis, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la menace de la force, avec ces grandes puissances qui, et ça avait été déjà mis en avant dès le livre blanc de 2013, qui pouvaient faire peser une menace directe sur le territoire national ou indirecte en agissant avec un certain nombre d'acteurs sur le territoire national. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui avec la guerre en Ukraine ? Eh bien, c'est que cette notion de sanctuaire a complètement disparu, bien évidemment, pour laisser place à une notion un peu plus dynamique de sanctuarisation. Alors vous me direz, c'est une série de mots qui se ressemblent bien, qui sont quasiment synonymes, pas tout à fait. Parce que pour sanctuariser, il faut prendre le postulat que nous n'avons plus de sanctuaire. Il n'y a pas de sanctuaire géographique, parce que la continuité entre l'avant des opérations et les arrières, eh bien, elle n'apparaît pas franchement. Et on voit, la crise Covid nous l'a rappelé, mais les actions dans le domaine cyber nous le confirment tous les jours. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'arrière. Et j'aurais même tendance à dire, et en tout cas je le dis souvent
autour de moi que nos arrières, c'est la zone en profondeur de l'adversaire. Donc pas de sanctuarité géographique, pas de sanctuarité des valeurs. Lorsqu'on attaque un hôpital, que ce soit celui de CHU de Rouen ou Villeurbanne, clairement, on n'est pas sur les mêmes valeurs qu'un certain nombre d'acteurs, puisque cette menace, ce n'est pas pour le plaisir de bloquer un système informatique, mais c'est bien plus pernicieux que ça, et ça a un effet direct sur la santé de nos concitoyens. Vous pouvez préciser, je n'ai pas très bien compris, l'arrière ou notre arrière, c'est la zone en profondeur de l'adversaire, c'est ça? Absolument. C'est-à-dire que lorsqu'on s'engage en opération vers l'extérieur, lorsqu'on déploie des forces face à l'ennemi à l'extérieur de frontières, notre zone arrière, c'est-à-dire le côté qui nous est propre, c'est celui où nous mettons en place notre logistique, nos réserves, notre commandement. C'est ce que les Anglais ou les Américains appellent le safe haven. C'est cet espace sanctuarisé au sein duquel on ne peut rien craindre et on peut se reconfigurer. D'accord. Sauf que c'est une cible première de l'adversaire, bien évidemment. Alors, en termes de sanctuarité, de fin de sanctuarité, plus de sanctuarité immatérielle, c'est vrai pour l'information et les messages. C'est cette guerre de l'information et de l'influence qui nous impose une forme de retour au discernement. Et puis on peut en trouver d'autres, la fin de la sanctuarité technologique, de nos moyens de transport, etc., etc. Donc moi, ça m'amène à quelques réflexions toutes simples. Donc à défaut d'avoir un sanctuaire, il faut créer les conditions, si possible permanentes, sinon ponctuelles, de revenir à cette sanctuarisation au travers de 3 réflexions que nous menons au sein du commandementaire pour le territoire national et qui est largement partagé par toutes les armées et bien évidemment par beaucoup d'acteurs qui sont dans la salle. Tout d'abord, la place de la sécurité au sein de nos réflexions. C'est-à-dire que nous soyons acteurs de la sécurité ou simplement bénéficiaires de la sécurité. Nous devons, entreprises ou administrations, penser en termes de menaces et mettre en place un certain nombre de dispositifs toujours très coûteux, c'est un peu le principe des assurances, mais il faut penser à toutes ces menaces qui peuvent perturber nos dispositifs et nos systèmes. Une deuxième réflexion, c'est celle de l'anticipation de crise. Je crois que nous sommes très bons dans la conduite de crise, c'est très français, mais l'anticipation, c'est peut-être un domaine dans lequel nous devons sans doute collectivement encore plus travailler, parce que peut-être qu'avec un plan, on n'est pas sûr d'arriver exactement à l'endroit où on veut, mais sans plan, c'est sûr qu'on n'arrive nulle part. Et puis, un dernier point, je pense que ça aura un écho tout particulier dans la salle, c'est la place des réservistes dans l'architecture de la société française. Alors, je dis bien de la société française parce qu'on pense souvent, on fait un lien entre réservistes et forces armées ou forces de sécurité, mais ces réserves, elles peuvent s'appliquer aussi au monde de l'entreprise, au monde des hôpitaux, au monde de l'éducation nationale, à tous ces périmètres qui nous permettent de vivre, d'absorber les coûts, ainsi que ça a été présenté, et puis de revenir à la situation hantée en ayant, et c'est ça aussi le point de la clé de la résilience, en ayant compris ce qui nous est arrivé et mis en place les processus qui nous permettront à l'avenir d'éviter ce choc. Merci beaucoup, mon général. Contre-amiral Marc-Antoine de Saint-Germain, vous êtes commandant du Centre d'études stratégiques de la Marine. Vous avez commandé le Charles de Gaulle à une époque, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, entre 2017 et 2019, me semble-t-il. Voilà, sur la Marine, quels sont les nouveaux terrains de confrontation et comment se développe la stratégie et comment vous voyez l'avenir. On disait beaucoup, je me souviens, une dizaine d'années, j'avais animé un colloque au Sénat où on disait que la marine allait devenir essentiellement une unité de police à travers le monde. Les marines allaient devenir des unités de police contre mafia et contre les vagues d'immigration successives. J'imagine que c'est un peu changé. Écoutez, merci. Je ne vais pas parler de la marine, je vais parler de ce qu'on voit en mer. Parce que justement, c'est un des espaces communs que l'amiral Vaujour a nommé tout à l'heure, qui est peut-être l'espace le plus ancien de confrontation, d'affrontement, qui vient se rappeler à nous avec l'espace exo-atmosphérique et puis le cyberespace. Ce qu'on observe, c'est que depuis 91, depuis 30 ans, on termine une pause stratégique en mer de 30 ans. En 91, chute de l'Union soviétique, disparition de la mer, des mers et océans, d'un certain nombre de marines militaires, notamment russes, indiennes et autres, qui ont fait que les mers sont devenues un vrai espace de liberté
Les États-Unis, qui depuis toujours cultivent la notion de One Ocean, c'est-à-dire une marine mondiale, eux-mêmes, à un certain moment, ont renoncé à avoir une marine de guerre aussi forte que ce qu'ils souhaitent désormais réavoir. Qu'est-ce qui s'est passé en parallèle 91, le président du MEDEF tout à l'heure rappelait que c'était le début de l'ouverture à l'OMC de la Chine. 2001, entrée dans l'OMC de la Chine. C'est l'hypermondialisation maritime et la globalisation de nos flux économiques. Mais pour autant, personne ne s'est intéressé à ce qui se passait vraiment. C'était la liberté de la mer. Puis en parallèle a explosé, effectivement, puisque c'était la piraterie, tous les trafics illicites, la pêche illégale, non réglementée, non déclarée, le narcotrafic, explosion actuellement plus que jamais par la mer, la piraterie, qui sont venus rajouter des facteurs de désorganisation sans pour autant qu'on ait conscience que la mer était devenue en fait stratégique pour pouvoir nous vivre en France, en Europe. Et puis qu'est-ce qui se passe depuis en fait un certain temps, mais qu'on ne voyait pas. Je pense que l'Ukraine nous le rappelle aujourd'hui, mais j'ai envie de regarder un peu plus à l'est d'abord du côté de la mer de Chine méridionale et de ce qui se passe du côté de l'Indo-Pacifique. On s'est aperçu qu'il y a une opération de réarmement naval mondial qui est absolument massif. Alors j'ai quelques chiffres à vous donner parce que la Chine, finalement. Alors la Chine, c'est plus 138% depuis 2008 d'augmentation. Donc on dit que la Chine, elle fait tous les 3-4 ans l'équivalent de la marine nationale en production. Ils viennent de mettre à l'eau leur 3e porte-avions. Ils en prévoient 6 et les prochains seront nucléaires. Et celui qui vient de mettre à l'eau est un porte-avions avec catapulte et brin d'arrêt électromagnétique, ce que seuls les Américains ont sur un seul porte-avions qui s'appelle le Ford. Pour vous dire la rapidité avec laquelle ils vont. Mais c'est également la Corée du Sud plus 101%, le Japon plus 28%, l'Indonésie plus 46%, la Malaisie plus 45%, l'Inde plus 40%, Singapour plus 31%, l'Australie plus 30%. L'Australie, sur combien? Un an ou 10 ans? Depuis 2008. 2008. À l'horizon 2030, période 2008-2030. Et puis ça, c'est le Pacifique ou l'Indo-Pacifique. Et puis si on va du côté de la Méditerranée, du côté de la rive sud, on est sur des phénomènes qui sont tout aussi massifs, puisque l'Algérie, c'est plus 120%, l'Égypte, plus 170%, Israël, plus 166%. 2008-2030. 2008-2030. Donc en fait, certes, ça c'est de petits chiffres, mais ce qui est une caractéristique assez commune, c'est que beaucoup de ces nations réarment notamment dans la partie sous-marine. Et la partie sous-marine est sans doute à l'image d'AUKUS et de ce que, au-delà du contrat Naval Group qui n'a pas abouti, c'est bien l'enjeu des sous-marins, en fait, qui est un vrai game changer. Et beaucoup de pays savent que leur capacité à récupérer la souveraineté, c'est notamment par ce qui se passe sous l'eau. Donc, après, je reviens un peu sur l'actualité et sur l'Ukraine, au-delà de ce réarmement naval stratégique et donc la réoccupation des océans par les pays. Il y a deux choses intéressantes dans l'Ukraine. Il y a, bien sûr, on parle beaucoup de plus en plus de la mer Noire et du blocus d'Odessa. En fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est les flux, d'une part, gaziers. Et en fait, on observe qu'on est en train de basculer sur potentiellement ce qu'on appelle une décontinentalisation du gaz, puisqu'en fait, tous les pays... En mettant au service des méthaniers. Des plateformes de liquéfaction du gaz. Et Le Havre va bientôt avoir la sienne. Et on s'aperçoit que plus que jamais, la dépendance aux flux énergétiques passeront par la mer. Et donc là, je veux dire, le gazoduc, je ne sais pas si le gazoduc n'a pas d'avenir, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que le gaz passera encore plus par la mer que ce qu'il ne faisait jusqu'à présent. Le deuxième aspect, c'est l'aspect des céréales. On a beaucoup parlé au début du conflit sur les enjeux du blé d'Odessa et du blé ukrainien, du maïs, du tournesol. Et 25 millions de tonnes qui sont actuellement bloquées au port de Tchernomorsk, tout près de tout à fait. Donc, et après, il y aura la récolte de 2022, enfin de 2023, qui, si conflit. Mais ils récoltent, je les ai vus la semaine dernière. Et l'hyperdépendance de nos agriculteurs, notamment tout ce qui est semences. Donc en fait, on s'aperçoit que la mondialisation, en fait, rend tout ça demandable. Et tout ça par des flux maritimes qui, en fait, et c'est le président du MEDEF tout à l'heure qui rappelait, il parlait de souveraineté et de sécurité économique. Plus que jamais aujourd'hui, on s'aperçoit que l'enjeu pour nous, France est en fait partenaire stratégique, comme disait l'amiral Vaujour, ou européen surtout, c'est comment est-ce qu'on va mettre en place les facteurs qui garantissent, et donc les outils de sécurisation
qui soit en terre, en l'air. Il est question ou en mer. d'établir un couloir, Alors, il y a un couloir pas humanitaire, effectivement, mais alimentaire le long de la mer, mer Noire pour permettre l'exportation des céréales ukrainiens. Tout à fait, qui a peu de chances d'aboutir, effectivement. Techniquement, c'est possible? Techniquement, c'est possible. Le seul problème, c'est que là, on a la difficulté des mines. Toute la côte a été totalement minée. Ça se rappelle un peu le golfe arabo-persique pendant la guerre du Golfe, où là, après, on a mis un temps fou à pouvoir réinvestir le Golfe parce qu'il était miné. Et donc, la question de savoir qui va enlever les mines. Les Ukrainiens, il n'y a pas tellement envie d'enlever les mines pour ensuite voir des bateaux potentiellement russes arriver dans leur port. Donc, il y a une vraie difficulté liée au minage. Avec beaucoup de bateaux qui ont été détruits par les mines. Donc ça montre que cette dépendance au flux maritime, on en prend conscience, et que la question est de savoir de quoi devons-nous avoir, de quoi devons-nous douter pour pouvoir les garantir. Dernier aspect qui me paraît important dans cette affaire navale, c'est la colonne d'eau. On parle des fonds sous-marins. Il y a une stratégie de la ministre des Armées avant qu'elle quitte, il y a 1 an, qui a émis une stratégie pour les fonds marins. Ça a été confirmé dans le cadre de France 2030, le plan d'investissement qui a été voulu par le président de la République, puisqu'il y a toute une partie duale qui va permettre de pouvoir investir dans des capacités pour pouvoir descendre profondément. L'objectif visé, c'est de descendre à 6 000 mètres. Aujourd'hui, on est à 4 000, descendre à 6 000 mètres. Il y a tout un enjeu qui est lié à la fois à connaître, comprendre ce qui s'y passe, explorer, voire peut-être un jour exploiter. S'y rajoute la problématique des câbles sous-marins. On parlait de numérique tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que la grande majorité, 90 plus 18% du flux numérique passe par les câbles sous-marins. Et donc il y a tout un enjeu de souveraineté. Et donc, sans parler de tout ce qui se passe dans la colonne d'eau, puisque je vous parlais tout à l'heure de cette forme de guerre sous-marine qui existe depuis toujours, qui n'a jamais faibli, malgré la pause stratégique dont je parlais, parce que les Russes n'ont jamais faibli sur la capacité sous-marine. Pour terminer, vous noterez qu'il y a 3 jours, j'ai vu une dépêche de l'AFP qui a parlé de cette découverte d'une épave à 7000 mètres de fond. Dans l'océan Pacifique. Dans l'océan Pacifique, au large des Philippines. D'un bateau américain. D'un destroyer américain de la Seconde Guerre mondiale. Tout ça n'est pas un hasard. Il y a là clairement la volonté de dire qu'on est capable de descendre là. Donc vous voyez bien que les choses, il y a ce qu'on dit, puis il y a les non-dits qui en sont Qu'est-ce qu'il a découvert, cette épave? derrière. J'ai oublié. Qui l'a découvert, cette épave? Alors, j'ai vu que la dépêche, je ne lisais pas, mais je pense que c'est les Américains. D'accord. Mais à confirmer. Très bien, merci beaucoup. Tout ça est vraiment intéressant, passionnant. Michel Friedling, on parlait beaucoup de la nécessité de travailler, de ce travail, faire en sorte que les armées travaillent ensemble. Dans le domaine de l'espace, en quoi vous travaillez ensemble? Comment? Alors nous, on a une feuille de route qui est assez ambitieuse et complète. Le commandement de l'espace est un commandement interarmé. Donc j'ai des aviateurs, des marins, des terriens. J'ai des gens du service du commissariat des armées dans mes rangs. Nous sommes un commandement de l'armée de l'air et nous avons des responsabilités un peu hybrides. Et à cet égard, nous sommes un commandement très singulier. Nous sommes à la fois en charge de la politique spatiale militaire, c'est-à-dire de la conduite des programmes spatiaux, avec la DGA et le CNES, bien sûr. Délégation générale de l'armement. Délégation générale de l'armement et l'Agence spatiale française. Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, mais aussi de l'innovation. Donc on a lancé un certain nombre de projets d'innovation, notamment dans le domaine numérique. Et on travaille avec beaucoup de start-up et d'acteurs du numérique, parce que l'espace, c'est une question de numérique, en fait. Ça peut paraître étrange, mais c'est une réalité. Il y a des infrastructures physiques, mais derrière, c'est beaucoup de numérique. Mais aussi, on a des responsabilités opérationnelles. Et donc là, on travaille avec, bien sûr, les centres d'opération des autres milieux, mais avec nos partenaires étrangers, donc on développe beaucoup les coopérations. Et enfin, on travaille à développer l'expertise spatiale du ministère des Armées. Juste parce que le temps passe, et ça me paraît important de le dire, je pense que l'espace aujourd'hui, alors évidemment je vais parler de l'espace, je ne vais pas dire que les choses... Mais il me semble important de dire que l'espace est un des enjeux majeurs qui a été placé au centre de la présidence française de l'Union européenne. Il y a eu une réunion ministérielle de l'espace le 16 février à Toulouse, au cours de laquelle le président de la République a eu des mots très forts. Il a dit « sans maîtrise de l'espace, pas de souveraineté technologique,
pas de souveraineté industrielle économique, pas de souveraineté militaire et stratégique. Et donc il a fixé une feuille de route qui est extrêmement ambitieuse, qui a été reprise dans un document qui s'appelle la boussole stratégique, publié par la Commission européenne. La boussole stratégique place à nouveau l'espace au cœur des enjeux, avec d'autres espaces communs, sans doute, et a fixé comme mandat à la Commission européenne et au service européen d'action extérieure de définir une stratégie spatiale de défense à l'échelle européenne. Et derrière tout ça, il y a un certain nombre de capacités et d'enjeux industriels, technologiques et de souveraineté. Et vous savez tous que Thierry Breton est extrêmement actif sur ces sujets. Ça fait également, ça a été cité, l'objet d'un des volets du plan France 2030. L'espace est un des 9 ou 10 sujets. Il y a 1,5 milliard d'euros qui sont consacrés à l'espace dans ce plan, dont 1 milliard pour les acteurs émergents. Et donc nous, on essaye d'être aux aguets pour accompagner tous ces acteurs émergents parce que, en fait, l'espace est tellement dual par nature, par ses applications, par ses technologies, par ses acteurs, qu'on ne peut travailler que main dans la main avec les acteurs privés. Et c'est ce qu'on a expérimenté dans notre exercice Astérix 2022, qui a eu un grand succès en mars 2022 cette année. Merci. Général Tissère, je vous ai interrompu tout à l'heure à un moment où vous alliez me parler des moyens que vous déployez, de l'équipe que vous avez autour de vous. Bien sûr, et les moyens les plus importants, ce sont les humains, les hommes et les femmes, les civils et les militaires. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 3700 cybercombattants qui vont de... Vous vous définissez comme ça, comme cybercombattant. Oui. Alors c'est important parce que justement le cyberespace, c'est véritablement un milieu de conflictualité. On n'est pas simplement dans une approche technique, technologique, on est dans une approche opérationnelle. Ce sont des modes d'action opérationnels qui se déroulent, des planifications, tout ça c'est très structuré. Nous avons des doctrines militaires de lutte informatique défensive, offensive, d'influence. Alors vous travaillez sur des scénarios ? Alors, on travaille évidemment sur des scénarios, on planifie, on conduit des opérations justement dans le cyberespace. Alors, le cyberespace à la fois peut être vu comme un espace à part, mais évidemment, grâce au numérique, il est partout. Donc, en fait, il traverse, il ressort dans les espaces traditionnels. Et donc, évidemment, ces opérations elles sont planifiées et conduites avec les autres opérations plus conventionnelles, spéciales. Et c'est pour ça que mon centre d'opération est au cœur, en fait, de l'état-major des armées, juste à côté du centre de planification et de conduite des opérations. Et ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, la France, elle peut être considérée comme étant une puissance cyber parce qu'on a des doctrines, parce qu'on utilise dans tous les domaines le cyberespace, mais aussi parce que derrière, il y a des industries, des petites et des grandes. Il y a des partenariats. Nous aussi, on a des incubateurs de start-up. Et ça permet de développer justement cette capacité. On a signé des conventions avec les 8 grands maîtres d'œuvre industriels. Et donc, derrière tout cela, justement, il y a ce travail ensemble. Parce que finalement, dans le cyberespace, il n'y a pas de frontière. La distinction entre militaire et civil est compliquée. Et donc, il faut qu'on bâtisse tout cela, qu'on monte en gamme, mais véritablement qu'on appréhende ce cyberespace comme un espace de manœuvre. En fait, ce n'est pas uniquement des moyens informatiques, c'est un espace de manœuvre. Et donc derrière, ce sont des enjeux justement pour pouvoir manœuvrer dans ce cyberespace. Gilles Abray, vous parliez de sanctuarisation du territoire national tout à l'heure. Sanctuarisation d'un territoire physique, mais sanctuarisation aussi, j'imagine, sur le numérique, sur les réseaux sociaux. J'ai interrogé l'autre jour une société qui s'intéresse à l'analyse de ce qui se passe sur les réseaux sociaux à travers le monde et qui constatait que souvent certains chroniqueurs qui ont un discours un peu indigéniste, etc., et très influents en Afrique, en fait, ont constaté que quand ils partaient en vacances, il y avait une baisse de la francophobie sur les réseaux sociaux dans ces territoires, et notamment dans le Sahel. Et quand ils rentraient de vacances, ça se voyait tout de suite. Parce que leur discours est relayé en Afrique, etc. Est-ce que vous constatez ces phénomènes? Est-ce que vous luttez contre ça aussi? Oui, absolument. On constate ces phénomènes, mais que nous appréhendons bien comme des attaques. C'est-à-dire soit des attaques directes, soit des attaques indirectes de ce que nous appelons des proxys, c'est-à-dire des gens qui font passer des messages ou qui colportent des messages qui sont de nature à remettre en cause la légitimité de l'action et puis qui sont souvent très agressifs. Très agressifs. C'est pour cela que, bien évidemment, nous agissons tout d'abord au travers d'un certain nombre de règles d'engagement. Ça commence par des choses très simples. Avec un certain nombre de rappels à nos subordonnés sur la loi, sur ces règles que nous devons engager dans nos opérations, pour au moins nous garantir de toute action indirecte de l'adversaire. Nous agissons aussi au travers de ce que l'on appelle
des éléments de langage, c'est-à-dire que nous nous préparons à des attaques. Et se préparer à ce type d'attaque, c'est d'abord préparer nos systèmes, puisqu'on a parlé des systèmes numériques de la cyber, c'est préparer les objets, le hardware, et puis c'est préparer aussi les attaques contre les messages. Alors tout ceci est bien évidemment piloté au niveau des armées, même si chacune des unités sur le terrain est particulièrement sensibilisée à ces messages, et sensibilisée aussi. Bien, nos jeunes soldats et les moins jeunes sont les mêmes que tous les acteurs de la société civile. Ils ont tous un smartphone, ils sont tous très sensibles aux messages qui passent sur les réseaux sociaux. Et ce qui est important, c'est d'abord d'éduquer, entre guillemets, nos subordonnés au type de message. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, une forme d'éducation au discernement. Et ensuite, réagir très très vite à ces faux messages. Parce que bien évidemment, ça peut avoir un impact direct sur le moral de la force. Mais vous savez que c'est un des problèmes de l'armée russe en Ukraine, hein, parce qu'ils communiquent aussi sur les réseaux sociaux, et dans le cadre d'enquêtes sur crimes de guerre, il y a des soldats qui sont confondus grâce à l'usage qu'ils font des réseaux sociaux, et ils se vendent d'un certain nombre de leurs crimes sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'on a repéré d'ailleurs qu'il y avait des hommes de Wagner qui étaient sur le terrain en Ukraine. Alors donc il y a des procédures, il y a un certain nombre de messages. Et puis je crois beaucoup à l'éducation entre guillemets de nos jeunes et de nos moins jeunes, pour qu'ils soient en tout cas, à défaut d'avoir un regard toujours extrêmement critique sur les messages qui passent, mais au moins avoir une interrogation sur le type d'information et sur l'intérêt que peuvent avoir certains à les colporter. Cela dit, j'imagine que demain, tous les combattants auront un smartphone sur le terrain à usage limité et avec un réseau, évidemment, qui est contraint, afin de communiquer entre eux. Oui, absolument, mais ces systèmes sont très bien protégés, justement, contre tout type d'intrusion. C'est aussi l'objet de la coordination et de la coopération que nous avons entre toutes les armées, c'est-à-dire pouvoir utiliser ces objets uniquement pour ce qu'ils peuvent nous apporter d'un point de vue opérationnel, en termes de positionnement, de précision et de compréhension de l'environnement, tout en étant assez protégé pour que personne n'entre sur ces réseaux. Amiral, vous avez 1 minute pour conclure. Je n'ai pas de questions pour vous. Je vais rebondir. En fait, on a fait un exercice d'entraînement de haute intensité qui s'appelait Polaris à l'automne dernier. Et en parlant d'empreinte numérique, dans le cas de l'exercice, c'était ce qu'on appelle un LiveX, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario. C'était deux forces en mer qui s'affrontent. Et notamment, il y a un marin d'une frégate qui utilise, sortant son smartphone, le bateau étant à proximité des côtes, par Snapchat, en fait, a permis à la force adverse de le repositionner. Le bateau, dans le cas de l'exercice, est rentré à quai et était tué. Je veux dire que ça a marqué tout le bateau, en fait, dans l'entraînement, de se dire, en fait, à cause de ça, j'ai perdu effectivement la guerre. C'est comme ça que ça se passerait. Et donc, tout l'enjeu, c'est effectivement on parle de force morale, c'est aussi mettre dans les conditions du réel nos aviateurs, nos marins, nos terriens, pour qu'ils puissent effectivement changer de mindset et se dire maintenant, quand je suis en mer, pour les marins, je ne suis pas dans un espace qui, en fait, où il n'y a pas de menace, parce qu'en fait, je suis loin de tout le monde. En fait, par l'espace, parce que par la capacité à voir de l'espace, mais aussi par les indiscrétions électromagnétiques qu'on génère, même le marin, par son smartphone, peut se faire avoir finalement et peut mettre en défaut toute une force. Général Michel Friedling, vous souhaitiez conclure ? C'est un privilège que j'ai demandé par un petit mot là, donc, parce que vous étiez censé conclure, mais merci. En fait, c'était pour vous dire que j'étais très heureux d'être intervenu ici ce soir. C'est en fait ma dernière table ronde sous l'uniforme, parce que je quitte l'uniforme dans 3 jours, donc le 30 juin à minuit, après 36 années au service de mon pays. 36 magnifiques années où j'ai servi avec beaucoup d'enthousiasme mon pays, les armées. Je vais rester dans le domaine spatial et je vais tenter, mais ça valait le coup de le dire ici, je vais tenter une aventure entrepreneuriale. Donc voilà, aussi, ça me semblait que c'était le bon endroit pour l'annoncer. Vous allez vous inscrire au MEDEF à la sortie. Vous tombez dessus. Merci beaucoup, en tout cas, merci. C'était vraiment un plaisir de vous avoir tous. Et écoutez, on va poursuivre cet entretien avec une nouvelle table ronde à suivre. Et si demain c'était la guerre, quid de la cohésion nationale ? Après une petite pause.